Bienvenue sur les apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire, d'où est tirée la série Game of Thrones, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 62, soit je crois le 8e chapitre de Tyrion. Est-ce que je me trompe, Guillaume ? 62 c'est bon, Tyrion je crois que c'est bon aussi. Ok, donc comme vous l'avez entendu, il est aussi présent. Toujours là, il va pas faire tout seul. Et voilà. Alors on vous prévient. Ça fait pas mal de temps qu'en fait on n'a pas enregistré. Et là je sais, on est quel jour aujourd'hui ? On est le 11 avril 2021. Ouais, quand ça se trouve vous entendrez ça peut-être en 2022, qui sait. Parce qu'on enregistre les épisodes bien en avance. Une fois que là on va un peu ralentir sur le rythme, et du coup, bon, on s'est rendu compte, enfin, moi je me rends compte que en se coupant pendant pas mal de temps, là ça fait quoi, un mois qu'on n'a pas enregistré, il y a plein de trucs que j'ai l'impression que, tu vois, j'étais tellement à fond avant que là tu vois, il faut que je retrouve mes repères. Ouais, tellement la masse d'informations quand tu t'éloignes un peu de l'univers du Trône de Fer, re-rentrer dedans, c'est pas toujours facile. Donc peut-être qu'il y aura, je sais pas, ça sera peut-être un peu moins fluide, quoi, que ça sera coupé au montage, donc sûrement vous l'entendrez pas. Mais du coup voilà. Mais du coup on est content d'y revenir en tout cas. Et puis voilà, discutons de ce chapitre. Donc on se retrouve, le chapitre débute au niveau de la route royale. Je fais même plus de résumé maintenant. Ah si, pardon, tu vois. Là, les repères, ils sont partis. Les repères sont extrêmement partis. Ah ouais, bon, je fais le résumé, moi. Ouais. Donc, dans ce chapitre, on retrouve Tyrion, qui arrive dans le pavillon de son père Tywin, et Tyrion va apprendre qu'il sera posté à l'avant-garde sous le commandement de Ser Gregor Clegane contre Lost Stark. Et là, Tyrion soupçonne que son père cherche à se débarrasser de son fils en le mettant dans une position très à risque. Dégoûté, Tyrion retourne dans ses quartiers où lui attend Shae, une prostituée que lui a amenée Bronn. Et après une nuit torride, Tyrion sera pris au dépourvu par le corps de guerre signalant le ralliement des troupes. Lost Stark arrive. La bataille est rude, mais Tyrion parvient tant bien que mal à survivre. Les Nordiens ont été vaincus et de nombreux seigneurs ont été faits prisonniers, à l'exception de Roose Bolton qui a réussi à prendre la fuite. Mais les Lannister... C'était les nazis, là ? Non, les Lannister ne se réjouissent pas trop vite en apprenant que la bataille ne comptait que la moitié des troupes nordiennes et que Robb Stark arrive sur Vivzeg. Merci Guillaume pour ce résumé, du coup, que t'as pris le soin de récupérer. Et vas-y, on commence alors. Donc le chapitre débute au niveau de la route royale, où Tyrion se présente à son père, Tywin Lannister, le sire de Casterly Rock. Donc on se rappelle que lors du dernier chapitre de Tyrion, Tywin avait convaincu les clans des montagnes de s'en joindre à son armée en échange de la captivité de Tyrion, qui ne leur avait toujours pas donné les armes promises en échange de sa vie sauve. Tywin semble savoir, par Sir Adam Marfeu, un de ses principaux chevaliers bannerets, que les Stark ont fait mouvement vers le sud à partir des jumeaux, mais il ne semble pas être au courant que ce n'est qu'une partie de l'armée, menée par Roose Bolton, et que l'autre est en chemin vers Vivzeg afin de lever le siège. Et surtout, que c'est dans cette seconde armée que se trouve Robb Stark, le commandant en chef. Donc on voit que, Tywin, dans tout le chapitre, il sous-estime un peu Robb, en l'appelant le jeune loup, mais que lui-même il est pas au courant de tout, quoi. C'est-à-dire que les stratégies militaires sont assez maîtrisées par Robb et qu'il a eu raison de faire ça parce que là Tywin il a pas du tout été au courant qu'il descendait à partir des jumeaux. On se rend compte que vraiment la partie guerre d'information pendant les guerres c'est primordial. Ouais. Sûrement qu'il y avait pas des éclaireurs jusqu'aux jumeaux, des éclaireurs Lannister jusqu'aux jumeaux pour savoir que la moitié de la troupe avait pris... Mais alors, est-ce que c'est parce que je me souviens plus tellement, est-ce que c'est la moitié? Parce que j'ai plus l'impression que, c'est plus une grosse partie, la plus grosse partie qui est menée par Roose Bolton, et que c'est une plus petite période. Ah ouais, c'est possible que, oui, ce soit genre un truc, un ratio un peu... contingent. 8000, 2000, tu vois, un truc, un ratio un peu comme ça. Peut-être, je crois que c'était dit que, par exemple, les cavaliers, je crois, allaient avec Roose, et que c'était plus les estafettes ou quelque chose comme ça. Les fantassins. Ouais. Donc, pendant la discussion entre père et fils, lors de Léo Leford, qu'on sait dans les appendices être un des principaux seigneurs bannerets des Lannister, intervient en émettant des craintes vis-à-vis des clans des montagnes accompagnant Tyrion, argumentant que ce sont des sauvages et qu'ils ne savent pas se tenir. Et justement, Ser Kevan Lannister, donc le frère de Tywin
et par conséquent l'oncle de Tyrion, intervient pour l'informer qu'il pensait justement à placer Tyrion et les clans des montagnes à l'avant-garde de l'armée, en se justifiant par la férocité de ceux-ci. Donc en sous-texte, on comprend que l'idée de placer Tyrion à l'avant-garde est un moyen subtil de Tywin, parce que c'est forcément Tywin qui a donné cet ordre, de se débarrasser de lui. Et parce que bon, l'avant-garde, c'est vraiment la partie de l'armée qui est soumise à la plus violente attaque, à la première vague des combats. Donc bon, si on passe à l'avant-garde Tyrion, c'est pas anodin. Et comble du bonheur, Tywin informe Tyrion qu'il serait sous les ordres de Gregor Clegane, qu'on sait être lui très féroce, voire cruel et sans pitié. Donc il aurait guère de choix de participer à la bataille, quoi. C'est qui le général dans Kingdom, tu sais, qui envoie ses troupes en mode qui gagne même qui cherche à gagner même en occasion énormément de pertes dans son propre camp là. Ah, je vois ça fait très longtemps que je connais. Ouais. Donc Kingdom, c'est un manga donc qui traite je crois de comment dire, c'est au niveau de la Chine, hein, mais la réunification chinoise. L'unification plutôt. Ouais, l'unification. Eh bien, oui, puisque c'est pas une réunification. Mais du coup, là, ça fait très longtemps que je parle de Kingdom, donc... Ouais. Et bon, on sait qu'il y a plusieurs types de... tout ça pour dire qu'on sait que en guerre, il y a plusieurs types de commandants et plusieurs types de stratégies. Et la stratégie de Gregor Clegane, ça a l'air d'être attaquer le plus violemment possible, mais au risque de perdre énormément de troupes. C'est très agressif. C'est une stratégie très agressive et pas très prudente. Bon, après, il est sous les ordres de Tywin, hein, c'est pas que lui qui, tu vois. Mais bon, du coup, qu'est-ce que ça en dit sur la relation qu'entretient Tyrion avec son père et par extension le reste de sa famille? Parce que du coup, pourquoi Tywin le placerait à l'avant-garde? Parce que toi, tu l'as dit dans ton résumé pour se débarrasser. Moi, pareil, j'ai dit la même chose, mais est-ce que Tywin cherche vraiment à se débarrasser de Tyrion? Parce que ça serait vraiment... Donc, tu vois ce que je veux dire. Ok, on sait déjà l'historique qu'ils ont entre eux par rapport à Tisha la prostituée. Mais on rappelle, hein, c'est celle qui a dévirgé Tyrion, on va dire ça comme ça. Et mais du coup, est-ce que Tywin chercherait vraiment à faire tuer son fils, quoi? Bah, vu la carrure de son fils, en le foutant à l'avant-garde sous Gregor Clegane, il est bien conscient qu'il y a un énorme risque que Tyrion y passe. Hein. Ouais, mais c'est ça qui... Genre, en tout cas, il cherche pas à préserver Tyrion. Ouais. Mais après, tu peux te dire aussi que bon, il envoie quand même son fils Jaime à la conquête de Vivzek, tu vois. Donc oui, mais Jaime a plus de compétences, il a des troupes qui lui sont fidèles. Il est pas avec des sauvages. Il est pas sous Gregor Clegane. C'est pas la même chose. C'est vrai. Mais on a un peu l'impression que c'est comme, franchement, c'est presque comme envoyer son fils à l'abattoir, quoi. Ah oui. Bon, si tu survis, tant mieux. Si tu survis pas, c'est dommage. Dommage vite fait, quoi. Oui, mais bah ouais, ça me paraît quand même assez dérangeant, tu vois, comme relation. Oui, non. Je pense qu'on avait compris. C'est vrai. Non, mais en fait, de Tywin, tu vois, de comment on parlait de Tyrion. Bon, c'est vrai que Tywin, on le découvre, hein. Mais t'avais l'impression, ok, ils se détestaient, mais jusqu'à ce point où Tywin, sans pitié, il veut se débarrasser de son fils, ça me paraît comme, tu vois. Mais après, c'est ce qui se passe, hein. Donc, on n'a pas à contredire ça, mais juste moi, ça me choque personnellement. Rejoignant sa tante, Tyrion y trouve Bronn, leur être, ainsi que de nouveaux hommes à sa solde, confiés par Tywin Lannister, donc un palefrenier, un valet de chambre et un écuyer. Une fille leur tenue aussi compagnie. Donc, l'écuyer se nomme Podrick Payne, et est un lointain cousin de Sir Ilyn Payne, le bourreau royal. Donc Guillaume, est-ce que tu peux rappeler parce qu'on sait dans les appendices de qui la maison Payne sont les bannerets. C'est des bannerets Lannister? Ouais, c'est des bannerets Lannister, exactement. Donc bon, c'est un peu plus normal qu'un Lannister, du coup, vient de seconder Tyrion. Podrick Payne, et Tyrion est étonné que le jeune garçon parle très peu, tout comme son cousin Ilyn, sauf que à lui, on ne lui a pas coupé la langue, c'est juste qu'il paraît assez timide. La jeune fille est aussi présentée à Tyrion, et j'ai adoré sa première phrase. Ma mère m'appelle Shay, les hommes m'appellent fréquemment.
Et je t'avoue que c'est les genres de phrases et tout qui me font exploser de rire, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle cette figure de style, mais ouais, c'est grave kiffant. Les hommes m'appellent. En plus, j'ai tu sais, les 3 points de suspension entre fréquemment. J'imagine grave avec une voix, tu sais, assez suave, tu vois. Les hommes m'appellent fréquemment. Excusez-moi pour la voix de prostituée que j'ai pris, mais bon, j'essaye de rentrer dans le rôle. Ça a pas l'air trop dur, mais... On comprend que Tyrion a chargé Bronn de lui trouver une prostituée pour la nuit. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé qu'il a dit à Bronn d'informer Shae qu'il cherchait il a dit à Bronn d'informer Shae de ce à quoi Tyrion ressemblait, quoi. Donc qu'il était un nain, mais qu'il était défiguré, etc. Et je crois qu'il a aussi les yeux verrons. Oui. Et ça montre à quel point Tyrion il a conscience de sa condition et qu'il veut pas que ça lui fasse défaut. Et je trouve que ça fait un peu écho à je rappelle ce qu'il avait dit à Jon lors de leur première rencontre à Winterfell. N'oublie pas qui tu es, car le monde ne l'oubliera pas. Puisse ta force, ou tu t'en repentiras comme une faiblesse. Et ça sent que Tyrion il assume, quoi. Il a plus honte d'être un nain, j'ai l'impression. Ouais. Mais juste qu'il a pas envie que aux yeux des autres ça se voit comme étant une faiblesse. Mais c'est sûr. Seul à seul avec Shae, Tyrion lui exige d'être plus qu'une simple prostituée, mais d'être à son service, d'être de bonne compagnie, de s'occuper de lui, mais surtout, il exige d'elle la fidélité et la vérité. On apprend qu'il n'avait pas couché avec une femme depuis près d'1 an, depuis le départ de Port-Réal pour Winterfell, là où dans la série, ils en ont fait quand même un personnage limite dépravé. Je rappelle la première scène dans le premier épisode où tu le vois, il est entouré il a Winterfell. Il y a 3 meufs. Il est accompagné de 3 meufs dans son lit. Ah non, attends. Peut-être 3 ou plus. Attends, c'est pas Jaime qui lui ramène des meufs? Si, c'est ça. Non, en fait, il est avec une prostituée. Ouais. La prostituée qu'ils ont inventée dans la série, Rose. Et en fait, mais c'est au moment vraiment où ils arrivent, hein. Et Jaime il vient le voir en lui disant oui, on te cherche, où étais-tu, t'étais pas là pendant la présentation de Robert, en fait pendant l'arrivée du cortège, quoi, dans la cour de Winterfell. Et Jaime il a dit je savais que je te trouverais ici. Et ensuite il lui dit tiens, t'es déjà avec une fille et je te balance 3 autres filles en plus, quoi. Ouais. Mais donc tu vois que Tyrion dans les livres ça a l'air quelqu'un d'un peu plus réservé, quoi, alors que dans la série limite t'as l'impression qu'il couche à gauche, à droite, que c'est un kiff pour lui, quoi. Alors que là tu comprends vraiment que son traumatisme avec Tisha, ça a quand même quelque part marqué, parce que quand ils sont dans le lit là avec Shae, ils sifflotent une chanson, ça a la même, ça fait quoi, est-ce que ça relation avec Tisha, pardon. Et il lui dit quand Shae lui demande qu'est-ce que c'est, il lui dit non, c'est rien, c'est une rengaine d'adolescence ou quelque chose comme ça. Bon, après il a pas l'air de se priver non plus, quoi. Non, mais en tout cas c'est pas c'est pas ça a vraiment l'air d'être dans la série, c'est vraiment l'abus. Je pense que on sait pas comment il a survécu à la syphilis depuis. C'est ça. Et puis t'as pas l'impression qu'il veut. En fait, en lisant ça, tu sens qu'il couche pas avec n'importe qui, genre. Dans le sens où il dit oui, j'ai pas envie que tu couches avec quelqu'un d'autre à Shae. Donc typiquement, moi j'ai envie d'avoir quelque chose de concret, de palpable, et pas juste une fille d'un soir, en fait. Ouais, il est dans un entre-deux. C'est pas sa meuf, mais c'est pas. Alors, je crois que dans le jargon on appelle ça, il veut une girlfriend, une GFE, girlfriend experience. Ouais. Exact. Il y a une série qui s'appelle The Girlfriend Experience qui est géniale, qui est diffusée sur Amazon Prime, donc si vous avez le temps, allez la mater, qui est excellente. Enfin, reprenons. Tyrion s'endormit après avoir été chevauché par Shae, donc belle façon de plonger dans les bras de Morphée, et fut réveillé en sursaut par les sonneries de l'armée. La troupe Stark était toute proche. Tyrion apprend par Bronn que les Stark se mettent en position pendant que son écuyer Podrick Payne lui enfile son armure et que son palefrenier lui apporte son cheval. Tyrion se demande quelle était l'idée derrière cette attaque, car pour les surprendre ainsi, ils avaient dû marcher toute la nuit et donc être à présent épuisés. Tyrion rejoignit donc l'avant-garde, et Gregor Clegane lui ordonna à lui et au clan de la montagne de tenir la rivière. Et il remarqua, avec Bronn, que la gauche de l'avant-garde était très démunie, qu'elle n'était composée que de fantassins, mais pas de chevaliers et de trop peu d'archers. Tywin Lannister avait sûrement une idée, mais laquelle ? Et donc en fin de chapitre, on apprend que Tywin espérait que les Stark
remarque cette faiblesse et s'y engouffre afin de mieux les piéger. Tyrion reconnut à l'avant-garde des Stark les Corbois, les Karstark et les Serwyn, ainsi que, surprise, les Frey, ce qui surprendrait Tywin, vu qu'il jurait que le seigneur des jumeaux n'aurait jamais envoyé son armée. Et bon, il avait pas tort, parce que, en vérité, il l'aurait jamais envoyé si Robb, il avait pas accepté un marché très déficitaire en sa faveur, quoi. Je me rappelle plus exactement les termes, mais c'est Arya, elle se marie avec un Frey, Robb, il se marie avec une Frey, je crois il prend des hommes aussi, je crois qu'il y a deux enfants Frey qui doivent venir à Winterfell en tant que pupilles, il doit y avoir d'autres terres, et oui, il y avait aussi un écuyer que Robb devait prendre. Ouais, bon, ça, Osef. Ouais, mais bon, du coup, très déficitaire ce marché, quoi. Mais à l'avant-garde, Tyrion ne voyait toujours pas Robb. S'ensuit alors la bataille entre les deux armées. Et bon, Guillaume, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je pense qu'on va pas en parler. Ouais, ce serait beaucoup de description pour rien. Ouais, non, mais ça, c'est parce que bon, c'est principalement de l'action, même exclusivement, et qu'en vrai, on n'y apprend pas grand-chose. Donc, bon, je pense que t'es d'accord avec, parce que je pense qu'il y a des trucs dont on parle pas. On va épargner du temps d'écoute à nos auditeurs. Ouais, c'est comme, je me rappelle qu'on n'avait pas aussi parlé de la bataille quand ils étaient au niveau du Val d'Arin, là, entre les clans des montagnes, et tu vois. Oui. Et la troupe de Catelyn. Enfin, bref. On vous conseille, si vous êtes curieux, relisez le chapitre, quoi, ça, il y aura aucun intérêt. Mais, bon, du coup, qu'est-ce qui se passe pour Tyrion, Guillaume? Bah, Tyrion, il l'échappe belle, quand même. Il se retrouve blessé, mais il finit par survivre. Ouais, il finit par survivre, ouais. Et bon, la conclusion pour Tyrion est que juste la moitié des hommes des clans des montagnes sont décédés, et parmi les grands chefs, il y a Conn de la tribu des Freux, qui lui aussi est décédé, quoi. Mais c'est un peu osef, quoi. En vrai, c'est une grosse bataille, mais en termes de conséquences, il y en a pas tellement. Juste, on va rajouter que, fun fact, dans la série, ils ont totalement éludé cette bataille. Et je crois que ça a été dit dans les articles que c'était à ce moment-là par manque de budget. Parce que bon, c'était dans la saison 1, ils avaient pas encore un budget énorme pour montrer des grosses batailles. Voilà, on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux et le Gouffre de Helm. C'était pas la saison, c'était pas la saison 7 et 8. Ouais, c'est ça. Ils avaient pas encore l'argent illimité, donc, bon, fallait trouver des moyens de contourner. Et donc, du coup, ce qu'ils ont trouvé, c'est en gros, je crois que c'est Tyrion qui reçoit un coup au début de la bataille et il se réveille à la fin, quoi. Heureusement que ça commence pas par plein de dragons partout, Game of Thrones, parce que sinon, ils auraient été mal, hein. Ouais, parce que sinon, ça aurait augmenté. Mais bon. Après, je trouve que quand même, la saison 1, elle a quand même, elle est quali de ouf, hein. Ouais. Au niveau des costumes, des décors et tout, c'est... Tout est bien pensé. Mais bon, oui, c'est pas là. En même temps, franchement, pour cette bataille, genre, en mode, je m'en fous un peu, quoi. Qu'il l'ait montré, qu'il l'ait pas montré, ça change rien. Non, ça change rien. Après la bataille, en rejoignant son père Tywin et son oncle Kevan, il entend les deux se féliciter de leur victoire, malgré qu'ils avouent que le jeune Stark a été plus prudent que prévu. Parce que bon, du coup, il est pas tombé dans le panneau, et en fait, c'est pas le jeune Stark, hein, c'est Roose Bolton. Et on sait que Roose Bolton, bon, c'est quelqu'un qui paraît assez prudent, quoi. Perspicace. De ce qu'on a pu voir de lui, et bon, c'est quand même à lui que Robb a confié l'armée. Et je crois que c'est Catelyn qui a recommandé à Robb... Je sais plus exactement... Ouais, je crois qu'en fait, c'est sûr qu'il en discutait avec Catelyn, parce que lui, il voyait un peu John Humble, mais Catelyn lui dit il est trop téméraire, ouais. Trop téméraire, quoi. Trop audacieux, et qu'il faut quelqu'un de beaucoup plus réfléchi. Et il y a pas un moment, alors je me rappelle, mais peut-être que ça vient de la série, ou peut-être que je me rappelle mal, mais où Robb, il dit que justement Robb Bolton, c'est le seul Roose Bolton, pardon, c'est le seul dont il a peur, ou qu'il craint, ou quelque chose comme ça. Oui, il le dit que Robb dit que chaque fois qu'il finit un conseil de guerre ou un truc comme ça, il décompense un peu et il fait putain, c'est dur de tenir la face à tous ces seigneurs, mais que celui qui et que il s'y était habitué, sauf Roose Bolton, il s'est toujours pas habitué à ce que Roose Bolton le regarde droit dans les yeux, quoi. Ouais. Maintenant, on rappelle, c'est le seigneur de Fort Terreur. Ouais, voilà. Rien que le nom, ça évoque. Et que leur emblème, je crois que c'est un homme écorché, quelque chose comme ça. C'est un homme écorché, ouais. D'ailleurs, bon, à ce moment-là, il semble toujours ne pas être au courant que Robb est actuellement chemin pour Vizeg, afin de lever le siège qu'impose Jaime Lannister. En conclusion du chapitre, Adam Marfeu vint les interrompre et les informe qu'ils ont fait certains prisonniers. Lord Serwyn
Sir Willis Manderly, Aryan Karstark, 4 des frères, et on apprend aussi que Lord Corbois est décédé. Alors on va parler un petit peu de chacun d'entre eux. Donc concernant Lord Serwyn, alors je sais pas si tu te rappelles Guillaume, parce que ça fait très longtemps qu'on a enregistré ce chapitre, mais du coup Lord Serwyn, il s'était fait escorter de sa fille à Winterfell afin de la caser avec Robb. D'accord. C'était dans le chapitre où Bran, tu sais, tous les seigneurs arrivaient à Winterfell pour rejoindre Robb, et du coup tous les seigneurs arrivaient, etc. Et en fait Bran il décrivait chacun des seigneurs, il disait que oui, en gros Lord Serwyn, à chaque fois il venait avec sa fille et il essayait voilà de. D'accord, ok. Donc lui il a été capturé, Lord Serwyn. On sait pas c'est le sire de quel terre hein, pour l'instant. C'est pas marqué dans les appendices et ça n'a pas encore été indiqué dans le texte. Donc Sir Willis Manderly, lui, c'est l'héritier de Lord Wyman Manderly, le seigneur de Blancport. Donc, on se rappelle, il avait escorté avec son jeune frère Sir Wendell, Kathleen de Blancport jusqu'à Moat Cailin. Ouais. Bon, alors ça, c'est un otage important parce que du coup, c'est un héritier direct et Blancport, c'est l'air d'être une ville assez importante vu que on se rappelle que justement Ned, il avait commandé à Wyman Manderly de construire des vaisseaux de guerre en prévision de cette guerre, quoi. Ouais. Donc, un otage important, c'est Willis Manderly. On a aussi Aryan Karstark, lui aussi un otage important, parce que c'est le fils aîné et l'héritier de Sir Rickard Karstark, le sire de Carold. Donc, alors, je sais pas, peut-être tu te rappelles de lui et ses 2 frères, de ce qu'ils avaient fait à Winterfell? Non, je me souviens pas. Alors, ils s'étaient moqués en cachette de Bran. Tu sais, c'est eux qui avaient dit... Genre en mode, il devrait se suicider. Ouais. Un peu comme, comment elle s'appelle, Barbara Lefebvre, ce qu'elle a dit. Ouais, par rapport à l'euthanasie, il devrait sauter d'un pont. Ouais, genre quand t'apprends une maladie grave, vas-y, saute d'un pont, quoi. Ouais. Oui, bon, ça coûte de l'argent à la sécu quand même, hein, donc... Ouais. Au Japon aussi, il y avait un mec qui avait dit, un politicien qui avait dit, moi, franchement, si j'étais retraité et que genre j'étais un peu pour ma famille et tout, vas-y, je mets fin à mes jours. La société des validistes. Mais bon, du coup, Aryan Karstark, c'est quand même un otage aussi important. Il y a quand même deux fils aînés héritiers, quoi. Et bon, concernant Lord Corbois, qui est décidé, alors bon, pareil, je pense que tu te rappelles pas, c'est dans le même chapitre où Bran découvre tous les seigneurs qui arrivent à Winterfell. En fait, Lord Corbois, lui, c'est quelqu'un qui a été très généreux envers Robb à Winterfell, qui lui a offert plusieurs cadeaux. Je crois que c'était par exemple des aliments, des trucs de venaison. Et Lord Corbois, en fait, en échange de ces cadeaux, il souhaitait récupérer une forteresse prise à son grand-père et augmenter son terrain de chasse. D'accord, ok. Donc, voilà, un peu osef, mais bon, on avait déjà parlé de lui, quoi. Mais surtout, en toute fin de chapitre, ils apprennent par Sir Adam que Robb Stark ne se trouvait pas dans l'armée et qu'il fonçait à toute allure sur Vivesey. Donc c'est là que Tyrion il se dit que bon, finalement il a été un peu plus vif que prévu, le jeune loup. Et voilà, c'est là que se termine ce chapitre. Alors du coup, juste pour le terminer, cette bataille, pour l'instant on l'appelle pas comme ça, mais ça va s'appeler comme ça plus tard. Et je préfère le dire maintenant, c'est pas tellement un spoil. Mais du coup, on va l'appeler la bataille de la Verfurque. Parce qu'en fait, elle s'appelle comme ça. Et elle s'appelle comme ça sur, par exemple, le site de la garde de nuit ou quand on va s'y référer, quoi. Parce que la bataille est située en fait au niveau de la Verfurque. D'accord. Donc voilà, c'est pour un souci de compréhension. Mais voilà, on espère que vous avez apprécié nous écouter parler de ce chapitre. C'est quoi encore les mots qu'on disait à la fin? Oui, blablabla, si vous pouvez nous suivre, ça serait cool. Mettre des notes, Apple Podcast, les réseaux sociaux, tout ça. On va ouvrir un PayPal. Et non, sérieusement et tout, bon, ça nous fait plaisir de retourner. On vous l'a dit en début, hein, ça fait longtemps ça fait un mois qu'on n'a pas enregistré, donc là, voilà, c'est quoi que ça, je me rappelle qu'entre le 3e épisode et le 4e, je crois qu'on avait quand même 3 mois d'écart. Oui. Mais bon, c'était le début, quoi. Donc il y avait pas encore beaucoup d'informations à retenir, alors que là, tu dis, putain, il faut que je me tu vois, il faut que je me, ça se dit pas ressouvenir. Comment tu souvienne. Oui, il faut que je me souvienne, mais enfin bon. Ok. Là on est fatigué, donc on va terminer ce chapitre et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la prochaine.